toutes et à tous d'être là ce soir. Ce soir, je vais essayer de vous parler de mon engagement dans le secteur associatif avec un éclairage girardien. Si vous voulez bien, je vais commencer par me présenter. Je suis franco-hollandais, j'habite en Belgique, comme Jean-Marc l'a rappelé. Je suis marié, j'ai un fils. Je suis ingénieur, j'ai fait carrière dans l'aéronautique pendant 15 ans et aujourd'hui, je suis actif dans le milieu associatif. Ma conversion date de ma rencontre avec l'association Sortir de la violence. Mon épouse et moi avons suivi des formations à la non-violence active, 3 week-ends, et nous avons été touchés par l'approche d'Ariane et Benoît, 2 des fondateurs, et à l'époque les formateurs attitrés de l'association. Et plus tard, je me suis engagé dans la gestion, et j'en suis aujourd'hui le président pour encore quelques semaines. J'ai aussi l'occasion de donner de temps en temps des formations et je fais partie de la première fournée de formateurs agréés à la méthode pédagogique de Sortir de la violence. Alors, c'est à peu près à la même époque que j'ai lu René Girard et j'ai été frappé par la capacité de cette pensée à décrire le réel. Pour l'anecdote, c'est une émission de France Inter consacrée à la théorie mimétique qui m'a donné envie de lire le livre. Je traversais la France du nord au sud, je suis tombé sur cette émission tout à fait par hasard, mais jamais le trajet ne m'a paru aussi court. Par la suite, j'ai cherché à mettre en pratique l'enseignement que j'avais reçu, l'enseignement en non-violence et l'enseignement de René Girard, et j'ai cherché un lieu où je pouvais confronter la théorie à la pratique. Et mon choix s'est porté sur la prison. En effet, c'est vraiment le lieu violent par excellence dans nos sociétés, pour le reste globalement pacifiées. Et je suis visiteur de prison depuis 8 ans. C'est, en ce qui me concerne, une expérience inestimable, parce que la prison se charge de réduire à néant tous nos préjugés, toutes nos tendances à adopter une posture de sauveur. C'est le lieu où on apprend que la non-violence n'est possible qu'en position de faiblesse, voire d'impuissance. Depuis plusieurs années, je m'occupe aussi de la gestion d'une fondation, Donneur Info. Alors, je vais vous montrer le site de Donneur Info. Ce sera plus facile pour expliquer ce que nous y faisons. Voilà. Donneur Info, c'est donc une fondation belge qui publie les comptes audités de toute une série d'associations, à savoir celles qui veulent bien jouer le jeu de la transparence. Alors, je vous donne un exemple. Nous avons actuellement à peu près 240 associations affiliées chez nous et en tant que visiteur du site, on peut taper un mot-clé ou le nom d'une association. Alors, on va prendre celle-là tout à fait par hasard. Voilà. Et alors, vous avez une présentation de l'association et vous avez accès aussi à la comptabilité. Les comptes sont audités de manière indépendante. Et l'objectif de tout ça, c'est de donner confiance au donateur, de lui permettre de constater par lui-même, quand il donne 10 €, combien vont réellement à l'œuvre qu'il désire soutenir. Et tout ça donc pour encourager le don charitable. Alors, je vais essayer de revenir. Voilà. Pour terminer, nous avons créé, mon épouse et moi, une fondation destinée à soutenir des initiatives non violentes en Belgique. Et à ce jour, nous soutenons 5 associations et projets. Et finalement, évidemment, je ne peux pas oublier l'ARM, l'association Recherche Mimétique, qui nous reçoit ce soir, dont je suis membre depuis quelques années et fier de contribuer au blog. Le sujet de la conférence étant de faire le lien entre la pensée de René Girard et le monde associatif, je vous propose, pour commencer, un bref rappel de la théorie mimétique. Dans son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, René Girard jette plusieurs pavés dans la mare de la pensée dominante. La première hypothèse de la théorie mimétique est aussi une faille béante dans la forteresse cartésienne de l'individu pensant. Non,
nous dit Girard, nous ne sommes pas ces individus royalement indépendants, si maîtres de leurs désirs et de leur destin. D'ailleurs, nos désirs, que le romantisme considérait comme la part la plus sacrée et la plus intime de notre être, les grands romanciers nous les décrivent comme entièrement copiés sur les désirs des autres. La structure du désir est triangulaire. On a le sujet et l'objet de désir, mais on a un intermédiaire dans ce rapport, c'est le médiateur. Le médiateur, c'est celui qui désigne l'objet de désir au sujet. Alors Girard voit ça dans les grands romans, par exemple le snobisme, qui pousse les personnages des romans de Proust à tous les compromis pour l'honneur dérisoire d'être invités dans les salons à la mode. Ou alors les personnages de Dostoïevski, qui se retrouvent souvent aux confins de la folie et de l'homicide, parce qu'ils sont incapables de se détacher du rival, le médiateur qui leur désigne tel ou tel objet de désir. Car c'est cela la genèse du désir, non pas l'attrait librement choisi pour un objet intrinsèquement désirable, mais le désir irrésistible qu'éveille en nous la possession, réelle ou supposée, de l'objet par le médiateur. Ce médiateur a toutes les chances de se transformer progressivement en rival et de se retrouver à son tour prisonnier de ce jeu de dupes. Au bout d'un certain temps, l'objet lui-même s'estompe et il ne reste que ce double mimétique fait de fascination et de haine réciproque, fait aussi d'individus qui finissent par se ressembler jusqu'à la caricature. Et Girard parle alors d'indifférenciation. Le caractère mimétique du désir devient une évidence dès qu'on veut bien réfléchir à des phénomènes comme la mode, ou alors les disputes d'enfants pour la possession d'un jouet, alors qu'il y en a des dizaines d'autres à disposition. Ou encore la publicité, qui souvent nous vend des objets inutiles en nous montrant à quel point leurs propriétaires sont heureux de les posséder. Dans l'exemple que je montre, il est bien clair pour tout le monde que la jeune femme n'est pas livrée avec la voiture. Et pourtant, ça nous incite à acheter la voiture. Girard voit aussi que cette rivalité violente s'établit d'autant plus facilement que les rivaux étaient proches au départ. Lorsque le médiateur est inaccessible, Girard parle de médiation externe et constate alors la possibilité que le désir mimétique devienne le moteur d'une saine émulation. Ces doubles mimétiques ont la fâcheuse tendance de se reproduire et leur multiplication conduit à une violence généralisée et indifférenciée, ce que Hobbes a appelé la guerre du tous contre tous. Et ceci nous amène à la seconde trouvaille de René Girard. Girard repère dans les mythes archaïques un phénomène universel. La crise du tous contre tous évolue presque toujours vers la violence du tous contre un. Toutes les frustrations, tous les ressentiments convergent progressivement vers un individu unique, la victime émissaire. On prête à celle-ci tous les maux de la communauté, la responsabilité entière de la situation chaotique qui met la communauté en danger d'autodestruction. Le meurtre ou le bannissement de la victime émissaire ramène soudainement la paix. Girard voit dans ce phénomène l'origine de la religion et de la culture. La victime émissaire est un monstre, elle introduit la différence, et ce d'autant plus qu'elle est aussi l'être qui a magiquement ramené la concorde, rétabli la paix. Sa nature duale, monstre et sauveur à la fois, en fait un dieu. Le culte qui lui sera voué sera à l'origine du rite, la reproduction rituelle du meurtre fondateur, dans le but de reproduire des effets bénéfiques pour la communauté. Le religieux est né. La culture émerge du chaos de la foule indifférenciée qui lynche la victime émissaire. La différence apparaît en même temps que l'accusation qui frappe la victime, qui distingue celle-ci radicalement des autres membres de la collectivité. Le mécanisme victimaire invente la différence. Et en inventant la différence, il invente la culture.
La troisième piste creusée par Girard concerne la spécificité des religions monothéistes, qui, tout en gardant une composante sacrificielle, introduisent la connaissance du mécanisme victimaire et subvertissent le système de l'intérieur. Mais je vais en rester là sur ce sujet parce que ce troisième chapitre de l'œuvre de René Girard ne concerne pas directement notre sujet du jour. À présent, voyons comment la théorie mimétique peut éclairer le monde associatif à partir de quelques exemples vécus. Que ce soit en tant que fondateur d'une organisation sans but lucratif, en tant que bénévole ou sympathisant, ou en tant que donateur, toujours c'est par profonde conviction que nous donnons ainsi de manière désintéressée de notre temps, de notre argent, de notre énergie. Il faut bien expliquer cela par une motivation particulièrement forte, et cette motivation ne peut pas être sans objet. Alors l'ARM, l'Association Recherche Mimétique, me semble un bon premier exemple. L'ARM a pour mission de promouvoir et de diffuser la pensée de René Girard. Vous ne trouverez pas un membre de l'ARM qui n'ait été profondément touché et influencé par l'œuvre, séduit par le penseur et par l'homme. S'engager dans une telle association renvoie au mimétisme dans ce qu'il a de meilleur. Transmettre l'enseignement reçu en dehors de toute relation rivalitaire. Le mimétisme, c'est largement reconnu, est le phénomène psychique qui permet la transmission des savoirs. Le maître transmet ses connaissances à ses élèves, qui deviennent à leur tour des maîtres, etc. C'est un processus profondément utile et efficace, sans lequel nos cultures complexes et nos fascinantes technologies n'existeraient pas. Les nombreuses associations qui ont pour mission l'éveil des consciences, la promotion d'idéaux ou de méthodes, la transmission des savoirs, procèdent toutes de ce phénomène et elles ne sont pas seulement utiles, elles sont vitales. Et je pense qu'on est là aussi dans la logique maussienne du don contre don, avec le nécessaire décalage temporel entre les deux. Comme second exemple, prenons mon engagement comme visiteur de prison. On aura du mal à y trouver un bénéfice immédiat, ni différé d'ailleurs. C'est aussi un don on ne peut plus immatériel. Je donne de mon temps et de mon écoute et rien d'autre. Pourtant, je ne crois pas à une abnégation totale, un don purement gratuit. Toujours, il y a une motivation derrière. Et dans le cas des visiteurs de prison, la motivation cachée est souvent à chercher du côté de la gratification liée à la position de sauveur. Alors, la position de sauveur, comme dans le triangle dramatique de Karpman, dont on a déjà discuté plusieurs fois sur le blog L'Émissaire, tous nous jouons des petits jeux dramatiques et ils viennent de notre enfance, généralement, lorsque nous avons trouvé que jouer un des rôles du triangle, soit la victime, le persécuteur ou le sauveur, nous amenait une certaine gratification. Et puis, au bout d'un certain temps, le pli est pris et on prend l'habitude de jouer ce rôle. J'étais certainement pas étranger à cette tendance au début de mon engagement en tant que visiteur. Malheureusement, j'ai vite dû faire mon deuil de ce désir inconscient. Parce que le système carcéral dans nos sociétés est soigneusement conçu pour nous ramener brutalement sur le plancher des vaches. Toute tentative d'élever le détenu à une liberté intérieure se heurte à un système redoutablement efficace pour le ramener au contraire à sa condition de criminel. Nous sommes, aussi bien mentalement que matériellement, condamnés à nous reconnaître impuissants à changer le système. Alors à ce stade, le candidat visiteur, généralement, il se décourage rapidement et va voir ailleurs s'il y a des personnes à sauver. Mais c'est alors qu'apparaît une autre réalité, celle d'une gratification réciproque par l'établissement d'une relation inédite en dehors de la prison. Une relation dans laquelle l'un et l'autre n'ont rien à perdre ni à gagner. Le simple plaisir de rencontrer quelqu'un à qui on ne doit rien et qui ne nous doit rien, de papoter, d'échanger sur les sujets les plus lourds comme les plus légers. Pas de jugement, pas d'engagement, pas de dette. Une relation libre en prison. Alors, on voit par ces exemples que lorsqu'on parle de gratification dans le monde associatif, on a surtout comme objet de désir et d'échange des objets. Bonjour Marie-Hélène.
Oui, très Immatériel. bien, merci. J'entends Marie-Hélène. Si vous pouviez couper votre micro. Oui, j'ai pas vu. Voilà, merci. Donc, on voit par ces exemples que lorsqu'on parle de gratification dans le monde associatif, on a surtout comme objet de désir et d'échange des objets immatériels. Alors, on trouve ça aussi dans le monde du privé, de l'entreprise privée, évidemment, avec notamment les services. Mais ce n'est pas de la même qualité d'objets immatériels qu'on parle ici. Et en ce sens, je crois que le monde associatif peut être défini comme une extension du monde de l'entreprise aux biens immatériels. Alors, un des aspects importants, je pense, dans le monde associatif, c'est la place du fondateur. Quand je dis le fondateur, je veux dire évidemment le, la ou les fondateurs d'une association. Dans ce cas, on est plutôt dans ce que Girard appelle la médiation externe. On s'engage dans une association comme Don Quichotte s'engageait dans sa quête par imitation du chevalier Amadis de Gaulle. Parfois, en effet, plus que l'objet de l'association, c'est la personnalité du fondateur qui emporte la décision. Et c'était en partie ma motivation quand j'ai adhéré à l'association Sortir de la violence, même si évidemment je revendique avec force la différence d'avec Don Quichotte. Ce que nous faisons n'est pas du tout de l'ordre de l'utopie et de la chimère. La force de conviction, avec tout ce que cela comporte d'abnégation et de don de soi, caractérise les fondateurs de Sortir de la violence. Au départ, ce sont deux couples, Ariane et Benoît, Isabelle et Bruno. Et ils ont tout laissé tomber, à commencer par la promesse de brillante carrière et la sécurité matérielle, pour fonder leur association. Et j'ai eu la chance non seulement de suivre plusieurs formations avec les premiers, mais aussi de donner des formations avec 3 d'entre eux. Formidable émulation. Les problèmes commencent lorsque cette médiation externe devient plus si externe que cela. 2 anecdotes à ce sujet. D'abord, l'apparition d'une certaine tendance au conflit verbal entre la coordinatrice de l'association et moi après mon entrée au conseil d'administration. Tendance qui n'a fait que se confirmer après ma nomination en tant que président. Disons que l'évolution vers la médiation interne a confirmé les thèses de Girard. Mais je vous rassure, ces poussées de fièvre très épisodiques n'ont rien fait pour dégrader la relation qui est généralement très bonne. Autre événement plus dramatique, vécu aussi, le schisme dans une association entre 2 groupes ayant conduit à la démission des membres d'un des groupes pour incompatibilité idéologique. Prétexte évidemment fallacieux, même si mes explications girardiennes n'ont pas réussi à les convaincre que le problème se situait ailleurs. On est là au cœur de la révolution paradigmatique girardienne. Nous pensons toujours que ce sont nos différences qui sont responsables de la dégradation des relations, alors que c'est toujours ce que nous avons en commun. Et on a ici un cas d'école. 2 groupes qui partagent à 100% les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, au point de s'engager pleinement dans une association, et un divorce soi-disant pour vues divergentes sur la manière de gérer cette création commune. La réalité a évidemment tout à voir avec l'objet de désir que personne n'est disposé à laisser au rival, en l'occurrence l'association elle-même. Et je voudrais ici rendre hommage à la lucidité qui a conduit un des 2 partis à s'éloigner volontairement de l'objet de désir, malgré ce que cela leur en a coûté. Et depuis, les relations entre les 2 sont d'ailleurs à nouveau excellentes. Alors évidemment, on connaît tous un exemple plus médiatique, c'est la très très belle ONG Médecins sans frontières. Et beaucoup de gens savent qu'un des fondateurs était le très connu Bernard Kouchner. Et puis, il y a eu, au bout de quelques années, des divergences de vues, encore une fois, sur la manière de gérer l'association. C'était des différences idéologiques, disons. Mais en fait, non, je ne pense pas. Il y avait, encore une fois, un objet de désir qu'on cherche à s'arracher. Et le résultat de ça, c'est ça. C'est-à-dire, on dédouble l'objet de désir, comme ça, on ne se l'arrache pas. Donc, ça me fait toujours penser à la solution du roi Salomon
quand il s'agit de partager un bébé que deux mères veulent s'arracher. Ma participation à la fondation Donor-Info m'a donné un autre éclairage sur le rôle crucial du fondateur. Nous sommes, je l'ai déjà dit, en contact étroit avec 240 associations de taille et de missions diverses, ce qui offre une vue d'ensemble exceptionnelle sur le secteur. Et j'ai été témoin à plusieurs reprises, sans y être impliqué cette fois, de crises graves au sein d'associations exemplaires en tout point. Et le dénominateur commun, c'était l'éloignement, la perte d'influence ou la retraite d'un fondateur, ce qui a presque toujours pour effet de remplacer la médiation externe par des rivalités internes, parfois fatales à l'organisation. Il y a là une véritable gageure pour toutes les associations qui suivent ce schéma. Il y a quelques années, j'ai pu consulter un document interne d'une association très connue qui avait lancé un vaste programme de réflexion sur ce sujet, initiative beaucoup trop rare, lancée par le fondateur lui-même. Comment préparer la relève? L'objet de l'association est-il encore au cœur des préoccupations, des motivations? Jusqu'à quel point une personne particulière est-elle la clé de voûte de l'édifice? Comment anticiper son départ? Comment refonder l'association autour de ses valeurs et non sur le culte d'une personnalité? Et je pense que toutes les associations, et d'ailleurs la plupart des entreprises privées aussi, devraient à un moment ou à un autre entamer ce douloureux chantier. Dans le cas d'une association, l'argent a souvent une dimension symbolique plus importante que sa fonction utilitaire. C'est le sang qui irrigue le corps. Plus généralement, le don, en argent, en nature ou de son temps, représente en grande partie le lien charnel qui unit l'association à son réseau. Et il n'y a pas d'association sans réseau. Malheureusement, le rationalisme économique fait là aussi des dégâts considérables. On voit des associations qui, au nom de l'efficacité, oublient cette dimension quasi religieuse du financement par le réseau pour se prostituer avec les méthodes modernes de récolte de fonds, impersonnelles, et qui n'hésitent pas à jouer des techniques de manipulation psychologique, malheureusement de plus en plus sophistiquées et sournoises. Les conséquences malheureuses en sont la rupture du lien avec le réseau, avec les sympathisants, la trahison de l'esprit associatif, la confusion croissante entre fins et moyens. Trop d'ONG ou d'associations de grande taille font appel aux services d'intermédiaires qui n'ont rien de désintéressé et les méthodes de collecte deviennent de plus en plus discutables. Qui n'a jamais reçu un cadeau pour remerciement anticipé de sa générosité? Le secteur n'est pas épargné par la mercantilisation des fichiers et notamment des fichiers de donateurs. Et en Belgique, on a vécu il y a quelques années un scandale qui a touché une organisation de scoutisme. Ils avaient trouvé que c'était intelligent de se financer en vendant les données de leurs adhérents. La conséquence indirecte en est les nombreux appels indésirables à notre générosité qui remplissent nos boîtes aux lettres. Et tout cela finit par ternir en profondeur l'image du secteur auprès du grand public. Et on a là un exemple du mauvais mimétisme. En voulant imiter à tout prix les méthodes de conquête de marché des entreprises commerciales, le secteur associatif risque de perdre son âme. Mais il y a une cause à ces dérives autre que le mimétisme. Une cause objective, je pense, c'est l'extension des marchés par la révolution numérique et en particulier par Internet. Jadis, les associations, à part quelques grands noms comme la Croix-Rouge, étaient par nécessité locales. Il fallait rester en contact avec son réseau. Mais aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur le marché ouvert et mondial de l'information. Pour grandir ou simplement pour subsister, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, il n'y a plus moyen d'y couper. C'est Internet ou c'est la mort par asphyxie. Outre les coûts très élevés pour les associations modestes, maintenir un site web, une page Facebook, sortir périodiquement une newsletter, il est essentiel de développer des stratégies de communication qui vous font sortir du lot, qui vous rendent attractif, désirable.
Or, ce besoin de se démarquer conduit paradoxalement à une imitation des méthodes de communication des autres. Pour réussir, vous diront les spécialistes, il faut que votre site soit comme ceci, comme cela. Et plus on cherche à se distinguer, plus on se fond dans la masse. De plus en plus, les associations deviennent des concurrentes pour des parts de marché, en particulier dans le domaine de la collecte de fonds. Chez Donneur Info, ma première contribution a été d'engager 2 communicants. Et la communication représente environ la moitié du budget de la fondation. Avec le temps, j'ai eu de plus en plus le sentiment d'être entraîné là où je ne voulais pas aller. Là aussi, l'imitation du privé conduit à une mortelle confusion et à de regrettables dérives, notamment pour gagner les précieuses secondes d'attention de la part d'internautes saturés de sollicitations. Parfois, on dépasse allègrement la limite de la manipulation mentale. Un exemple, il y a de ça quelques temps, nous avons fait appel à des consultants extérieurs pour concevoir un nouveau site web. Et la première chose qu'ils nous ont présentée, c'est une méthode américaine qui s'appelle la persuasion en une phrase. Et la phrase, la voilà. Alors, je l'ai traduite de l'anglais. Les gens feraient n'importe quoi pour ceux qui encouragent leurs rêves, excusent leurs échecs, alimentent leurs peurs, confirment leurs soupçons et jettent des pierres avec eux sur leurs ennemis. Le consultant, tout comme l'auteur de cette phrase, n'était absolument pas aveugle au cynisme de ce principe. Mais il disait adopter une position neutre, amorale, au nom du principe de réalisme. Évidemment, c'est une parfaite hypocrisie, parce que si on vous présente une phrase comme ça, c'est pour que vous l'utilisiez, pas pour que vous l'achetiez. On voit bien comment ce principe de réalisme conduit à des dérives mortelles. Parce que lorsqu'on lit cette phrase, épouvantablement cynique, et à l'efficacité malheureusement démontrée, on comprend mieux comment on en est arrivé à l'épidémie de fake news et de théories complotistes d'aujourd'hui. Cette phrase traduit un mépris suprême pour la vérité. Il n'y a que l'objectif qui compte. Elle est aussi très intéressante dans le cadre de la pensée de René Girard. Parce qu'évidemment, tout le monde aura bien vu que parmi les 5 éléments qui sont repris dans cette phrase, le dernier, c'est très exactement le principe d'expulsion de la victime émissaire. C'est la lapidation biblique. Mais ici, on a la perversion ultime du mécanisme émissaire. Parce qu'on ne se rallie pas à la foule par méconnaissance, au contraire, on a la connaissance du mécanisme, mais on participe volontairement et cyniquement à la création de foules hostiles par pur intérêt égoïste. Je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours penser à Facebook, cette phrase. Notons que Girard nous permet de voir qu'il n'y a en fait que 2 principes fondamentaux dans la phrase magique. Le premier principe, c'est le premier élément, encourager les rêves, qui est plutôt positif. Mais par la suite, excuser les échecs, ça revient toujours à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Oui, j'ai raté mon coup, mais c'est parce qu'un tel a fait ci ou parce qu'un tel n'a pas fait ça. Et donc, on va accuser quelqu'un d'autre pour s'excuser soi-même. Alimenter les peurs. Les peurs ont toujours quelque chose à voir avec l'étranger, celui de l'extérieur. Confirmer les soupçons, c'est nourrir le sentiment de persécution du violent. Et donc, tous ces préceptes reviennent au mécanisme victimaire tel que Girard le définit. Alors, c'est très dérangeant, parce que ces préceptes cyniques et étrangers à toute éthique puissent imprégner un secteur qui se présente à l'inverse de ses valeurs, montre, je pense, à quel point notre monde, lorsqu'il est régi par les idées de l'ultralibéralisme d'origine anglo-saxonne, finit par confondre la fin et les moyens, jusqu'à l'absurde.
Le constat de cette phrase est lucide, mais le problème, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on en fait de ce constat? Et le monde associatif répond généralement par nous, on en a pris conscience, alors on va faire en sorte que les autres en prennent conscience aussi, et ensuite on va changer, on va sortir de ça. Et le monde cynique de l'efficacité à tout prix répond nous, on l'utilise pour notre bénéfice, en se gardant bien d'expliquer trop aux autres comment ça marche, parce que c'est comme ça qu'on se fera le maximum d'argent. Donc, il est très troublant que ces méthodes finissent par imprégner le secteur associatif. Alors, pour terminer sur le sujet de l'imitation du privé, il y a le problème de la gouvernance. On part du constat qu'une association, c'est une entreprise. Donc, elle doit être gérée comme une société anonyme. Business plan, rentabilité, rapport coût-résultat. C'est pas mal en soi parce que de fait, une association doit être bien gérée. On est bien d'accord là-dessus. Mais on ne discerne pas le caractère imitatif. Il faut gérer l'association ou l'ONG comme Bill Gates gère sa fondation. Et le risque, c'est de confondre la gestion avec la mission. Une association reste avant tout un projet d'aide, un rêve. On constate d'ailleurs le même phénomène dans le privé, mais je ne vais pas trop parler de ça. Moi, j'ai vécu ça dans ma carrière, dans l'aéronautique. Et je pense qu'on peut être optimiste et fier dans le secteur associatif parce que c'est très rare, que ce soit les associations ou les ONG, quelle que soit leur taille, il y en a très peu qui ont cédé à ce chant des sirènes et on ne gère pas les associations comme ça. Malheureusement, c'est devenu le langage unique pour l'attribution des subsides et pour le mécénat. Quand vous allez chercher de l'argent chez les mécènes dans le privé, vous faites systématiquement accueillir avec ce langage-là. On vous demande, mais prouvez-moi la rentabilité de votre entreprise. Voilà. C'est un problème, évidemment, parce que ce langage unique rejette toute une série d'associations du système, parce qu'elles ne cadrent pas dans ce paradigme. Chez Sortir de la violence, on donne des formations. Comment monétiser une formation? Qu'est-ce que ça va rapporter? C'est pratiquement impossible à dire. Pour reprendre l'exemple de Donneur Info, ce que nous faisons, c'est publier les comptes des associations. Qu'est-ce que ça rapporte? Où est la rentabilité? Pratiquement impossible de répondre à ces questions, évidemment. Comment monétiser un repas gratuit donné à des sans-abri? En Belgique, récemment, une loi a été votée qui abolit les différences entre entreprises privées et associations. Avant ça, il y avait 8 lois. Donc, il y avait la loi belge distinguait 8 types d'entreprises. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Alors, évidemment, l'objectif, c'est l'efficacité. C'est la simplification administrative et légale. Et moi, je suis pour la simplification administrative et légale. Mais en l'occurrence, cette loi, elle a proclamé qu'une association, c'était une entreprise privée comme une autre. Une entreprise comme une autre, comme les entreprises privées. Et je pense que c'est tout simplement pas vrai. Alors, comme dernier point, je voudrais parler brièvement de l'aide humanitaire, en précisant tout de suite que mon expérience en la matière est extrêmement faible. Mon expérience, elle se limite à un séjour de 15 jours au Congo-Brazzaville pour donner une formation à la non-violence à la demande d'une association locale. Mais quelques années avant, j'avais fait un voyage touristique en immersion dans les quartiers populaires de Kinshasa et je vais parler un peu des deux. Pour ce qui est du voyage au Congo-Brazzaville, mon ami Bruno, qui m'avait emmené dans ses bagages, et sa femme Isabelle ont vécu en Afrique. Et depuis, Isabelle a donné plusieurs formations dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo. Les deux voyagent en pauvreté. Ils n'amènent presque pas d'argent et ils demandent à être logés et nourris sur place en échange de leur formation de travail. Alors, je vous laisse imaginer parfois les conditions de leur séjour sur place. Quand on ne les connaît pas, on peut trouver leur démarche un peu extrême. Le contraste est frappant avec les ONG qui vivent sur place au standard occidental.
logements équipés, voitures, etc. Mais en réalité, c'est un choix dicté par leur expérience. Ils ont pu constater les dégâts causés par la cohabitation de l'extrême pauvreté de ces régions, et là je pense en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, ravagée par 20 ans de guerre, et le mode de vie occidental importé, entre autres, par les ONG. Alors bien qu'ils ne le présentent pas comme cela, leur démarche est dictée par la peur d'une mauvaise imitation. Le mode de vie occidental est pour ces populations qui manquent de tout un objet de désir irrésistible. La télé est omniprésente dans les lieux publics et affiche complaisamment le luxe occidental. Publicité rutelante, programmes TV européens ou américains. On n'en parle presque jamais, le sujet est tabou, mais ce désir d'Occident, entretenu par les Occidentaux sur place et par la télé et Internet, est un des facteurs qui explique les flux migratoires. L'Europe, en particulier, est fantasmée. C'est l'Eldorado où il suffit de se pencher pour ramasser d'inimaginables richesses. Tout le monde y vit comme dans les pubs de luxe. Alors le résultat, c'est que le mimétisme atteint des niveaux incroyables, comme j'ai pu le constater à Kinshasa. Alors sur l'image, vous voyez les publicités qu'on trouve, les publicités géantes, vraiment des grands panneaux qu'on trouve dans les rues et qui vantent les mérites des crèmes et lotions à blanchir la peau. Autre chose qui m'a beaucoup étonné à Kinshasa, c'est qu'on trouve un petit peu partout des chargeurs de smartphones. Il faut dire que la plupart des habitants n'ont ni eau, ni électricité, ni eau courante, ni électricité, mais ils ont presque tous des smartphones. Donc, ils sont bien obligés de les recharger quelque part. Et donc, il y a des gens qui en font leur business. Ils se trimballent avec une batterie dans la rue et des prises. Et les gens viennent passer 2 ou 3 heures à recharger leur smartphone. On parle toujours de colonisation, d'exploitation des ressources, de gradient de pauvreté, ou alors on parle de sahélisation, de guerre, d'atteinte aux droits de l'homme, et tout cela est vrai et explique le flux migratoire. Mais on ne parle jamais de la force colossale de la mimésis, et ça, c'est une erreur. Personnellement, je pense que ce facteur est plus pertinent pour expliquer le ressentiment envieux envers l'Occident que le souvenir du colonialisme. Et après ça, évidemment, nous nous indignons que nos ONG, qui vont là pour les aider, se fassent de temps en temps agresser. Et pour être tout à fait complet, il faut constater le phénomène symétrique, avec chez nous des images tout aussi fantasmées de peuples qui se sont complètement détachés des besoins matériels et qui vivent heureux et insouciants. Alors, dans un sens, le mimétisme envieux emplit les bateaux des passeurs et dans l'autre, les charters des tours opérateurs. Je ne cherche évidemment pas à discréditer l'aide humanitaire par ces propos. Elle est profondément utile et malheureusement trop souvent vitale. Mais je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit ces effets secondaires mimétiques qu'on néglige malheureusement trop souvent. En conclusion, je voudrais m'excuser d'avoir peut-être un peu trop insisté sur les aspects négatifs du mimétisme, le désir d'appropriation, la jalousie, la rivalité violente, le ressentiment, le mécanisme sacrificiel. Alors, pour conclure, revenons à l'essentiel. Le monde associatif repose sur le bon mimétisme, et c'est en cela qu'il se distingue du monde de l'entreprise privée. Les valeurs qu'il porte sont le don gratuit, l'émulation positive, la générosité, l'adhésion commune à un projet au bénéfice de tous. C'est une force de paix qui s'oppose à toutes les dérives violentes de nos sociétés ces jours-ci. Imaginez un peu le monde sans association. Je vous remercie pour votre attention.